Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Anne-Béatrice Schumberger, je suis vice-présidente du groupe Énergie, Infrastructure et Mobilité de Sciences Po Alumni. Et j'ai le plaisir d'introduire, au nom de Denis Florin, mon président, cette conférence de ce soir sur le nucléaire, avec notre invité d'honneur, monsieur Hervé Macheneau. Voilà, je souhaitais remercier tout d'abord Agnès Doitran-Laplace de nous accueillir une fois encore dans cette belle maison du Grand Est. Merci infiniment Agnès. Je voulais évidemment remercier Hervé de sa très sympathique participation et puis également nos camarades des ponts alumni qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de co-organiser cet événement avec nous. Florian Monte, on est le coprésident, je te passe la parole. Merci Anne-Béatrice, merci à tous. Effectivement, on remercie aussi le Grand Est. Merci Monsieur Macheneau pour votre présence ce soir. On est très content de vous avoir. Donc, je représente effectivement le groupe Énergie de Ponts Alumni. Donc, je suis coprésident avec Marc-Henri Lebrun qui est avec nous connecté en ligne. Le groupe Énergie des Ponts, c'est 1500 membres et un ensemble de conférences tout au long de l'année. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre ensemble des industriels, des financiers et des institutionnels pour comprendre les grands défis de l'énergie en France et quand c'est possible également en dehors de nos frontières. Et en particulier, donc, aujourd'hui, nous allons parler donc, du thème qu'on a intitulé « Entre technologie, idéologie et géopolitique », qu'est le nucléaire dans le monde de 2050. On va essayer de comprendre ce soir pourquoi cette énergie décarbonée représente aujourd'hui 10%, on pourrait dire seulement, du mix électrique et 5% du mix énergétique mondial. On va essayer de comprendre également pourquoi sa part va à peu près se stabiliser, mais peut-être que M. Macheneau pourra revenir sur ça, dans les 30 ans qui viennent, avec un mix qui lui va croître, en revanche. Donc une part qui se stabiliserait, mais dans un mix qui va croître, dans un ensemble qui va croître. Et nous mettrons en perspective ces questionnements avec 4 problématiques. La problématique de la décarbonation, donc le nucléaire, avec vis-à-vis des différents engagements pour atteindre la neutralité des émissions zéro net par l'Union européenne en 2050, les USA également en 2050, la Chine en 2060. Décarbonation comme première problématique, électrification du mix énergétique comme deuxième problématique, souveraineté énergétique et sécurité d'approvisionnement qui vont ensemble comme troisième problématique, et quatrième, les risques propres à la gestion des déchets et du recyclage. Nous essaierons de voir si les enjeux du nucléaire sont principalement technologiques, des technologies plus ou moins faciles à développer en série et à l'échelle, s'ils sont au niveau de la coopération scientifique et de la gestion de la filière nucléaire, ou s'ils sont aussi au niveau de la coopération géopolitique et militaire, ou enfin s'ils sont structurels, notamment en questionnant le rôle de la finance, de quelle manière les marchés financiers peuvent financer des projets qui sont sur du très long terme. Est-ce que seuls les États peuvent être à même de financer ce type de projet? Voilà pour l'introduction du sujet. Je laisse donc Anne-Béatrice et M. Macheneau. Merci Florian. Alors, juste quelques mots rapides de présentation de notre orateur de ce soir. Alors Hervé Macheneau, vous êtes polytechnicien, ingénieur pont et chaussée et diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez commencé, je crois, votre carrière dans l'administration, d'abord en Côte d'Ivoire à l'administration du plan, puis en France aux ponts et chaussées. Et en 82, vous avez rejoint l'EDF pour y superviser notamment la construction de 2 centrales nucléaires, d'abord Paluel et Daya Bay en Chine, et pour y piloter pendant plus de 15 ans le programme nucléaire France et international. Alors à partir de 2000 et jusqu'en 2015, je crois, vous dirigez la branche Asie-Pacifique, tout en étant directeur exécutif production et ingénierie du groupe. Alors aujourd'hui, vous êtes associé au sein de Trail Capital, qui est un fonds d'investissement franco-chinois.
Vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez publié aux Belles Lettres à Paris en 2017 La France dans le noir. Et last but not least, vous êtes président de la section Chine de nos alumni. Je suis désolée, Florian, on a tiré les premiers. On m'a pas proposé. Hein. Vous avez fait un très bon choix et on est heureux d'avoir les deux alumni ce soir représentés. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Anne-Béatrice. Merci, Madame, de votre accueil. Et puis, évidemment, très heureux de parler devant un groupe qui rassemble les anciens élèves des Ponts et Chaussées et de Sciences Po, parce que toute ma vie, j'ai essayé de rassembler les deux dimensions, et je pense qu'elles sont effectivement très complémentaires. Donc, Florian vient de donner un descriptif d'un certain nombre de questions. Moi, j'ai plutôt orienté ma présentation sur le nucléaire, sa situation dans le monde international et son devenir à l'international. Et donc, mais évidemment, ces questions-là sont présentes constamment. Mais, bon, et on pourra les traiter au moment des questions. Bon, quel nucléaire en 2050 c'est un grand jeu de faire des prévisions à 30 ans. Alors, pour commencer par une anecdote, quand je suis arrivé à EDF en 1980, tout le monde était convaincu que dans 10 ans, il disait, en fait, on aurait la fusion. 10 ans après, en 1990, la fusion n'était plus pour dans 10 ans, elle était plutôt pour dans 100 ans. Et c'était, 1990, c'est le gaz et les piles à combustion. Aux États-Unis, on commence les piles à combustion. Et d'ailleurs, on en reparle toujours et on commence à en reparler maintenant, 30 ans plus tard. En 2005, c'était le CCS, le Carbon Capture and Storage, qui était la panacée. Et je me souviens que le président de Vattenfall, un grand groupe d'Europe du Nord, avait déclaré qu'avant dans ces années-là, avant 2015, toutes les centrales à charbon de Vattenfall seraient équipées de CCS. 20 ans après, il n'y en a aucune qui est équipée de CCS, et en gros, il n'y en a aucune dans le monde qui soit équipée de CCS, et on parle du CCS pour dans 20 ans, pourquoi pas. En 2008, je suppose que vous vous en souvenez, le pétrole est à 150 $ le baril, et on parle de la renaissance du nucléaire. Alors, c'est la panacée, et tout le monde va faire du nucléaire. Et puis, vous voyez ce qui s'est passé. Alors, quel avenir pour le nucléaire? Je crois que pour bien comprendre les choses et pour essayer de les situer, quand on parle d'avenir, il faut commencer par parler de l'histoire. À la fois l'histoire des technologies, de leurs évolutions, et l'histoire des politiques énergétiques. Parce que c'est ça qui fonde la réalité d'aujourd'hui et donc la réalité de demain. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a 444 réacteurs. Pour situer, on reviendra sur les technologies, mais sur les 444, il y en a 300 qui sont PWR, c'est-à-dire à eau pressurisée, qui est la technologie qui est utilisée en France par opposition aux BWR, qui sont des réacteurs à eau bouillante, c'est-à-dire que le réacteur fait directement de la vapeur, les réacteurs à eau lourde, les réacteurs comment ça s'appelle, les RNR, là, les réacteurs à neutrons rapides. Et donc, la technologie majoritaire, de très loin, c'est la technologie des PWR, qui représente 300 réacteurs sur les 444. Et aujourd'hui, il y a en principe 51 réacteurs en construction, dont 43 PWR. Et ceux-ci, les 444, se trouvent dans 37 pays. Donc, c'est quand même une technologie qui est assez répandue. Je pense que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut partir des USA, où le nucléaire civil démarre à la fin de la guerre dans la foulée du militaire. Et dès 1944, les premiers essais, et dès 1950, un réacteur PWR par General Electric et un réacteur PWR de très petite puissance
c'est le moment aussi où on commence les réacteurs de petite puissance pour les sous-marins nucléaires et ce qui viendra aussi les porte-avions. Mais très rapidement, on passe à 200 MW, puis à 1000 MW dès les années 70. Et c'est à partir des États-Unis que le nucléaire va se répandre dans le monde. Et donc, il va aller en Suède, au Japon, enfin, dans 8 pays. 8 pays vont être des constructeurs de nucléaire. La Suède, le Japon, la Corée, le Canada, la France, l'Allemagne et l'Inde, et puis bien entendu l'URSS à l'époque, qui a son propre développement technologique. C'est important de voir aussi, parce que ça a une influence considérable sur la situation actuelle et sur la situation à venir, c'est que le modèle américain industriel, pour l'appeler comme ça, est un modèle de clé en main. C'est-à-dire que ce sont des entreprises intégrées qui fabriquent pour des exploitants des centrales nucléaires. Donc Westinghouse, avec l'aide éventuellement d'architectes ensembliers, pas comme tel, mais va livrer à un exploitant une centrale nucléaire toute faite et l'exploitant n'aura plus qu'à l'exploiter. GE, pareil pour les WR. Et ce modèle a été utilisé en Allemagne, en Suède, au Japon, à peu près partout, sauf en France, sauf d'une certaine manière, la Corée a réussi à sortir de ce modèle, et aujourd'hui, la Chine et bien sûr l'URSS. Mais ça, c'est un élément très important parce que cette organisation industrielle fait que c'est comme si le modèle américain, qui est le plus répandu dans le monde, c'est un modèle dans lequel c'est le modèle de la voiture. Quand on vous donne une voiture, on n'est plus qu'à la conduire, vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche. Or, le problème, il se pose, et on l'a vu se poser, c'est que les exploitants ne connaissent pas la machine. Quand ils ont un problème, ils appellent le constructeur. Ce qui fait que la difficulté pour les exploitants est d'arriver à comprendre comment ça se passe. EDF, ce sont les mêmes qui ont conçu, construit et exploité. Et chaque fois qu'il y a un incident dans une centrale, ce retour d'expérience est fait, il est analysé et il sert à mettre à jour l'ensemble du parc, quels que soient les modèles. Et cette vision-là, qui est une vision véritablement industrielle, il n'y a pas d'autre. Dans l'industrie, quelle que soit l'industrie, le producteur d'un produit, il a la maîtrise de son outil de production, sinon ça n'est pas un industriel. Et donc le nucléaire fait exception, et il a fait exception dans une grande partie du monde, et c'est probablement une des raisons de son échec dans beaucoup d'endroits. Parce que tous les accidents, et on l'a vu à Fukushima, sont arrivés. Tchernobyl, c'est un peu différent, mais c'est aussi un peu la même chose. Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, ce sont des exploitants qui, en gros, ne connaissent pas leur outil de production et appliquent des procédures. Et quand ça sort des procédures, et à Three Mile Island, tous les panneaux, toutes les alarmes se sont allumées en même temps, et les exploitants ont été perdus. Et du coup, il y a eu cet accident qui n'a eu aucune conséquence radiologique, mais qui a, en gros, stoppé le programme nucléaire américain, en tout cas fortement ralenti. Après, il n'y a pas eu il y a eu des nouvelles mises en service de centrales qui étaient déjà en construction, mais il y a eu un arrêt net et c'est là que Westinghouse, et c'est important à noter, se disant qu'il n'y aurait plus de réacteurs de ce type-là parce qu'il ne serait plus accepté, a lancé la notion de réacteur passif avec un modèle qui s'appelait l'AP600, qu'ils ont développé, qu'ils ont essayé de vendre dans le monde entier et qui n'ont jamais réussi à vendre. Du coup, ils sont passés à un AP 1000 MW qu'ils ont réussi à vendre une seule fois en Chine. Mais c'est une autre histoire, c'est l'histoire du nucléaire chinois. Mais en gros, il y a eu une rupture après Three Mile Island et les Américains, General Electric a lancé un Advanced BWR, un ABWR dont il n'a jamais fini le basic design,
et Westinghouse a lancé ce fameux APM. AP600 qui est devenu ensuite l'APM. Ce qui est important de comprendre, c'est que les Américains, à ce moment-là, en gros, les électriciens américains, c'est aussi le moment de la dérégulation, et ils vont d'une certaine manière sortir du nucléaire. Et il y a, au moment de la dérégulation, un processus qui s'appelle les stranded costs, les coûts échoués, et les États remboursent aux exploitants les investissements qu'ils ont faits dans le domaine nucléaire, considérant que le nucléaire n'est plus compétitif. Et ça, c'est autour des années 80. Mais finalement, les Américains, les exploitants, continuent d'exploiter tant bien que mal leurs centrales nucléaires et s'aperçoivent que le coût le plus important dans le nucléaire, c'est l'investissement, parce que l'exploitation et le combustible sont des coûts limités, très limités par rapport aux autres moyens de production. Et donc, ils se rendent compte que tout d'un coup, finalement, exploiter le nucléaire, c'est vraiment intéressant. Et ils décident de s'organiser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en France pour regarder comment ça se passe. Et ils regardent comment ça se passe. L'ingénierie est au cœur du processus industriel et qui récupère le retour d'expérience, d'exploitation et qui le réintroduit dans l'amélioration constante des matériels, un vrai processus industriel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé un organisme qui s'appelle l'EPRI, et ça, c'est très intéressant à comprendre, parce que l'EPRI est une ingénierie qui est commune à tous les réacteurs, toutes les centrales nucléaires des États-Unis, bien que celles-ci soient en concurrence les unes avec les autres. Mais dès qu'il y a un incident sur une centrale nucléaire quelque part, quelle que soit la compagnie, l'EPRI est informé et analyse le sujet et fait circuler le retour d'expérience, ce qui fait que le nucléaire américain est devenu extrêmement efficace et rentable grâce à cette organisation industrielle qui est un peu de rattrapage, mais c'est quand même très intéressant de le noter parce que ça montre les enjeux industriels qu'il y a derrière. Aujourd'hui, les Américains, ils ont trouvé le gaz de schiste, et donc ils ne sont pas prêts de réinvestir dans le nucléaire, puisqu'il n'est pas prévu que les États payent les investissements à leur place. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de somnolence des États-Unis sur le nucléaire. Ils essayent de faire vivre leurs centrales existantes le plus longtemps possible. Donc, initialement, ils devaient vivre 40 ans. Ils les ont pour la plupart fait passer à 60. Et maintenant, ils visent 80. Et on parle déjà de 100 ans, étant entendu que le seul élément qui ne soit pas changeable dans une centrale nucléaire, c'est la cuve. Et donc, il suffit de vérifier sur le plan métallurgique que les cuves tiennent. Et donc, ça, c'est le travail des métallurgistes, des exploitants et de l'autorité de sûreté. Donc, on verra si c'est possible ou pas. Bien sûr, il y en a un certain nombre qui ont été arrêtés, mais aujourd'hui, la majorité tente l'accroissement du niveau de vie, de la durée de vie. Et donc, il y a le gaz, les centrales existantes, et puis des recherches dans le domaine des différents réacteurs dont on évoquera les technologies tout à l'heure. Maintenant, il faut parler de la France, parce que la France est le deuxième plus grand pays nucléaire du monde, mais avec une organisation très caractéristique, celle que je viens de décrire, et un contexte politique très particulier. Donc, la France, je veux dire, quand on a décidé de quitter le modèle des réacteurs graphite qui était fait par le CEA, au début des années 70, on a lancé un programme PWR sur la base de la technologie de Westinghouse. Et donc, la première centrale qui a été construite en France, c'est celle de Fessenheim. Et dès Fessenheim, c'est EDF qui a construit la centrale avec l'aide de Westinghouse, les conseils, mais Fessenheim 2 et ensuite Bugey ont été construits en utilisant le retour d'expérience de ce qui avait déjà été fait. Et on est rentré dans une boucle extrêmement efficace qui a conduit à, en moins de 10 ans, construire 46 centrales, 46 réacteurs, je veux dire, et lancer 4 ou 5 modèles. On a lancé
en fonction des évolutions technologiques qu'on voulait donner, de ce qu'on a appelé le contrat de programme 0, puis le 1, puis le 2, puis le P4, parce que c'était 4 boucles, puis le P4, puis le M4, qui est entièrement francisé. Et en même temps, on a fait un réacteur à neutrons rapides, un réacteur de sodium, un réacteur de 4e génération, qu'on a fait fonctionner pendant tout ça dans la même période des années 70 à 85. Et donc, un déploiement industriel tout à fait extraordinaire et d'une efficacité extraordinaire. C'est-à-dire que du fait des contrats de programme, du fait de la rationalisation, du fait de l'organisation industrielle, le coût de construction des centrales françaises, même si on disait à l'époque, quel que soit le coût, on disait déjà ça à n'importe quel prix, quel que soit le coût, le résultat, c'est que l'investissement des centrales nucléaires françaises a été 2 fois moins élevé que celle des États-Unis, 2 fois moins élevé que celle des Allemands, 3 fois moins élevé que celle des Anglais et 3 fois moins élevé que celle des Japonais. Parce que leur mode était, à chaque fois, il fallait faire une centrale pour un client déterminé. Donc ce modèle ce n'est pas vraiment un modèle de série, puisqu'il y a des modèles différents, mais ce que j'appelle moi de standardisation progressive, puisque au fur et à mesure qu'on fait des modifications, on les introduit dans l'ensemble du parc. Et paradoxalement, la France, il y a aujourd'hui 7 modèles différents. Il y a un seul comment dirais-je, référentiel de sûreté, et les exploitants passent d'une centrale à l'autre parce que c'est le même parc. Donc, au moment, et d'ailleurs à cette époque-là, EDF, en gros, la France, alors je n'ai pas parlé, j'aurais dû dire un mot de Framatome, qui est le dépositaire parce que de la licence pour le cœur du réacteur, c'est-à-dire la chaudière, le fonctionnement électronique et la chaudière. Donc, il fallait déposer une licence et ça a été déposé auprès de la société Jumont Schneider. Et donc, ils ont créé une filiale, la française-américaine de l'atome, qui avait cette licence et qui donc était chargée de faire vivre cette licence pour le cœur des réacteurs d'EDF. Et donc, mais là, ça a évolué et le N4 est entièrement libéré de toute licence. Et je persiste à dire que le modèle N4 français est probablement le réacteur le plus avancé, le plus moderne et le plus efficace du monde. Bien entendu, il faudra dire un mot sur le passage de ce qu'on appelle génération 2 à génération 3, parce que, je le dis tout de suite, quand les Américains ont lancé le nucléaire, on a dit il ne peut pas y avoir d'accident. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, on a mis en place un système de redondance et de sécurité et de sûreté qui rendait impossible l'accident de fusion du cœur et donc de la fusion du cœur impliquant les émissions de radioactivité à l'extérieur de. Et donc, l'occurrence d'accident était inférieure à 10-7, on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances que ça arrive qu'une météorite vienne écraser la Terre. Donc, il n'y avait pas, l'accident n'était pas possible. Et puis en fait, il y en a eu 3. Les 3 pour des raisons, la première pour des raisons d'erreur humaine, la deuxième, Tchernobyl, évidemment, et Fukushima. L'origine, c'est un problème de tsunami, mais qui a été très mal géré, et on peut dire aussi que c'est une erreur humaine. Et par conséquent, en tout cas, on s'est aperçu que l'accident était possible. À partir du moment où l'accident est possible, il fallait changer de paradigme, et aujourd'hui, au lieu de faire des probabilités, on dit un accident avec fusion du cœur est possible de façon déterministe, et donc il faut faire en sorte que l'on puisse récupérer l'ensemble et éviter l'émission de radioactivité à l'extérieur de la centrale. C'est ça la notion,
l'histoire est plus compliquée que ça, mais c'est ça la notion de génération 3. Et donc aujourd'hui, tous les réacteurs en construction sont des réacteurs de génération 3, c'est-à-dire que les accidents de référence avec fusion du cœur sont pris en compte donc le N4, ça n'était pas le cas, mais si on connaît le sujet, on sait que des mesures on peut prendre, contrairement à ce qui est raconté, c'est comme s'il y avait des modèles et puis une rupture et puis un nouveau modèle, on peut très bien améliorer les réacteurs existants pour les rendre le plus proche possible des réacteurs de génération 3 et prendre en compte l'éventualité de la fusion du cœur, même si ça n'est pas avec la même efficacité que les nouveaux réacteurs. En tout cas, EDF était en train d'étudier le modèle successeur du N4 quand on a reçu l'ordre politique de faire un réacteur commun avec les Allemands. Et donc, l'Airbus du nucléaire, en d'autres termes. Donc, on a arrêté le processus industriel pour faire un truc qui s'appelle l'EPR et qui résulte d'un accord entre ce que faisaient les Allemands, je rappelle 2 fois plus cher, ce que nous faisions, mais avec l'accord des autorités de sûreté françaises et l'accord des autorités de sûreté allemandes, qui était sous la direction sous la tutelle du ministère de l'Environnement, et le ministre de l'Environnement, c'est un certain docteur Fischer, notoirement anti-nucléaire, et qui avait décidé, qui avait dit qu'il aurait la peau du nucléaire. Donc les conditions de gestation et de naissance de l'EPR ne sont pas optimum, et on peut s'en rendre compte aujourd'hui. Alors après, il y a une histoire compliquée, parce que à l'époque, la partie de Siemens qui faisait du nucléaire était en faillite, et donc a été plus ou moins fait une joint venture avec Framatome, et que ce nouvel ensemble avait la propriété intellectuelle de l'EPR, et par conséquent ont décidé, c'est la grande époque d'Areva, a décidé de faire tout seul des centrales nucléaires et donc de passer sur le modèle du clé en main qui était exactement l'opposé de ce que la France avait fait jusqu'à maintenant avec le succès qu'on a pu voir. Et donc ça a été aussi un élément très comment dirais-je, de rupture dans le processus industriel qui avait fait le succès de la France. Aujourd'hui, il y a une reprise par EDF et Framatome qui sont maintenant joints, puisque Framatome est une filiale d'EDF, et l'ingénierie a été mise ensemble, c'est quand même un progrès. Aujourd'hui, l'EDF étudie ce qu'on appelle EPR2. Enfin, on a voulu garder, pour des raisons politiques, le mot EPR, mais c'est un nouveau réacteur qui a étudié from scratch, from l'expérience industrielle d'EDF qui a commencé il y a 40 ans et qui se continue, il y a 50 ans, et qui se continue avec tous les modèles qui ont existé et l'EPR en particulier. Bien entendu, il y a un élément qui est majeur et qu'il faut comprendre, c'est que un réacteur, les contraintes et ça c'est un peu pour ouvrir sur la discussion sur l'avenir, les contraintes qui sont faites pour des raisons de qualité, de sûreté, par les codes et normes liés au nucléaire sont telles qu'un industriel qui veut produire un tuyau pour une centrale nucléaire, ce n'est pas le tuyau qu'il va faire pour les égouts. Et donc, il faut toute une organisation industrielle. Et s'il n'y a pas, et aujourd'hui on a perdu cette organisation industrielle, puisqu'on ne fait plus le réacteur, et si on n'a pas un programme comme il y a eu dans les années 70, un programme qui donne une visibilité suffisante, c'est-à-dire au moins 1 ou 2 décennies pour les industriels de mettre en place les outils qui correspondent aux besoins, eh bien, ils ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, on ne saura pas faire de réacteurs nucléaires
on ne lui fera pas mieux comme ce qu'on fait aujourd'hui avec l'EPR. Donc ça, c'est un élément que, pour moi, c'est une conviction, parce que j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, on fait un EPR, on fait une éolienne, bon, on fait des trucs, tout ça, mais la réalité industrielle derrière, elle est absolument, la contrainte est absolument majeure. Et si on veut, ce dont on parle, réindustrialiser la France, est-ce qu'il y a un meilleur moyen que d'avoir un programme de centrales nucléaires? Je ne sais pas combien il faut en faire pour avoir un programme. Après, c'est une autre discussion très importante, essentielle, sur quelle part de nucléaire dans la production. Aujourd'hui, c'est 70%, on veut le réduire à 50%, pourquoi? Mais en tout cas, pour avoir du nucléaire, il faut aujourd'hui rallonger la durée de vie de celles qui existent et en construire de nouvelles, parce que celles qui existent ne sont pas éternelles. Et donc, si on veut en construire, il faut les construire suivant un programme avec une orientation de très long terme, parce que ce sont des objets qui vont vivre 60 ou 80 ans, et donc donner à l'industrie le bon signal. Aujourd'hui, la question est de savoir, les discussions politiques pour savoir s'il faut les faire une par une, ou deux par deux, ou 6 par 6, je veux dire une par une, il vaut mieux ne pas en faire. Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas l'industrie pour le faire, parce que si on dit à l'industrie, on fait une centrale, ça va donner le résultat que l'on connaît. Donc, je passe sur la France pour voir rapidement le panorama. Le Canada et l'Inde ont un modèle qui est particulier, c'est un modèle à eau lourde, et eux, ils poursuivent leur chemin avec leur technologie. L'Inde a choisi ce modèle parce que c'est celui qu'il avait au moment de 1974, quand l'embargo a été, quand il y a eu un embargo général sur l'Inde qui avait développé l'arme atomique. Et donc, de 1974 à 2004, en gros, ils ont développé leur propre programme dans une organisation industrielle très proche de la nôtre, je veux dire celle des DDR. Donc, eux, ils continuent, ils font leur programme. Ils ont énormément de thorium et donc ils cherchent les moyens d'utiliser ce thorium. Pour le moment, c'est le domaine de la recherche. En Inde, compte tenu des relations, c'est quand même un élément important, les relations politiques, les Russes ont construit 2 centrales et ils sont en train d'en construire 2 autres. Donc il y a en Inde bientôt 4 VVER à côté du programme nucléaire domestique indien. Peut-être, oui, c'est une anecdote qui vaut quand même la peine d'être citée. Le Canada, Ontario Hydro, ils ont construit 18 réacteurs. Et puis, quand ils ont construit leurs 18 réacteurs, ils se sont dit ça suffit, on arrête et donc on liquide l'ingénierie. Donc l'ingénierie a été vendue pour faire autre chose. Eh bien, quelques années, je n'ai pas le souvenir précis en tête, mais enfin, pas très longtemps après, ils ont été obligés d'en fermer 11 parce qu'ils n'avaient pas la capacité de faire vivre leur centrale. Ils avaient perdu leurs compétences pour. Donc, c'est une illustration de l'importance de l'ingénierie centrale dans l'industrie. Alors, le Japon, j'en dis 2 mots parce qu'ils ont développé avec Hitachi Toshiba, avec GE, les BWR, dont le fameux Fukushima, et avec Mitsubishi, des PWR, dont malheureusement, déjà, c'était très compliqué. Depuis l'an 2000, je les entends dire qu'ils vont faire une tranche par an, etc. Depuis l'an 2000, ils ont énormément de mal à passer les contraintes d'opinion publique. Et là, avec Fukushima, ils ont tout arrêté. Et tout l'enjeu est d'essayer de redémarrer les centrales existantes, de trouver les autorisations, etc. Donc, je veux dire, ce n'est pas eux qui vont faire le programme nucléaire mondial dont on pourrait rêver. Alors, la Corée, ils ont vraiment acquis la maîtrise industrielle. Je me souviens, dans les années 90, ils étaient complètement soumis à Combustion Engineering, qui est l'origine de leur technologie.
Maintenant, ils développent leur propre réacteur, et d'ailleurs, ils en vendent, puisque vous avez vu, ils en ont vendu dans les Émirats Arabes Unis 2, plus 2, ça fait 4, et donc c'est des gens qui ont la maîtrise et ont un potentiel d'exportation de leur modèle, qui est un modèle PWR. Mais bon, alors je vais parler maintenant des deux grands acteurs qui sont la Russie et la Chine. Donc la Russie a 38 réacteurs en exploitation en Russie, mais en gros, il y a 78 réacteurs russes en exploitation dans le monde, parce qu'ils en ont construit dans les pays de l'Est, en Inde, en Chine, aujourd'hui ils sont en Turquie. Enfin bon, la Russie est le grand acteur du nucléaire dans le monde aujourd'hui. Alors, ils font essentiellement, donc ils ont fait des modèles, j'oublie le nom, mais des modèles type Tchernobyl, mais enfin, ils n'en font plus, ça c'était pour des raisons militaires. Et donc, c'est essentiellement des PWR, donc des réacteurs à eau pressurisée, de 1200 MW, de génération 3, et ils sont les seuls à avoir deux fast breeder reactors, des réacteurs à neutrons rapides, donc du type de Cremelville, qui sont en opération et qui fonctionnent depuis le premier depuis 1980 et le deuxième depuis 2015. Ils travaillent bien sûr sur les SMR, on en a entendu parler, et la Russie est déjà le plus grand exportateur de réacteurs nucléaires et risque de le rester pendant assez longtemps. Aujourd'hui, on voit que l'Arabie Saoudite, on a parlé avec nous, etc. Mais enfin bon, les chances, l'Afrique du Sud, ça fait 15 ans qu'on dit qu'on va signer un contrat avec l'Afrique du Sud, et les chances des Russes sont loin d'être négligeables. Quant à l'Inde, je vous en ai parlé, la perspective des 6 EPR en Inde, ça fait aussi un certain temps qu'on en parle. Les Russes, ils en sont à leur 4e sur place. Et donc, c'est un acteur essentiel. Évidemment, il y a un effet d'image qui n'est pas excellent, mais ça peut changer. Et en plus, c'est vrai, il y a beaucoup de pays qui sont prêts à passer là-dessus. Alors, la Chine. La Chine a démarré son nucléaire sur 2 voies parallèles, dont l'une l'a très vite complètement emporté sur l'autre. La Chine a commencé à construire un réacteur elle-même de 300 MW à Qinshan, et en même temps un réacteur de type EDF, avec EDF, à Daya Bay, en 1984. Et alors je passe sur les péripéties, mais dès 1992, à la mise en service de Daya Bay, on a négocié avec la construction de Lingao, qui est la copie de Daya Bay d'ailleurs sur le même site. Et aujourd'hui, éventuellement, si vous avez des questions, je raconterai l'histoire, mais la Chine avait pris l'organisation et le modèle français jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de lancer un appel d'offres pour plusieurs, à la fois un peu poussé par la France et un peu poussé par les États-Unis, qui a conduit au choix de l'AP1000. Donc, il y a 4 AP1000 en Chine, mais surtout, pendant qu'il y a 4 AP1000 en Chine, il y a 51 réacteurs en exploitation et 13 en construction. La très grande majorité sont sur le modèle français, qui aujourd'hui était qui a un peu évolué, qui s'appelle le Roi Long, ça veut dire le dragon chinois, et dont la source est évidemment le modèle français dont ils ont construit plusieurs dizaines. Cette coopération avec la France est allée très loin, puisqu'il y a dans le domaine de l'exploitation des échanges où il y avait très très étroits, c'est-à-dire que le moindre incident sur une centrale chinoise était communiqué aux Français et réciproquement, ce qui fait qu'on pouvait dire que ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant une source de richesse de
connaissances pour l'amélioration, etc., a été mis en commun entre les Chinois et les Français. Ça a failli éclore dans une coopération globale. En 2015, il y a une déclaration intergouvernementale de coopération globale entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire, qui a été publiée à l'occasion de la visite du Premier ministre chinois en France en 2015. Un mois et demi après, tout a été arrêté par la France sous la pression des États-Unis dont la hantise est la coopération franco-chinoise dans le domaine nucléaire. Et donc, et vous avez pu voir récemment un incident c'est pas d'exploitation courante, mais enfin c'est parfaitement prévu par l'ensemble des procédures et c'est tout à fait conforme aux normes d'exploitation, a fait l'objet d'un scandale qui a conduit d'ailleurs à aggraver les relations entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire. De Takshan, mais les Américains ne rateront jamais une occasion pour ça. Et donc, voilà, on en est aujourd'hui. Donc, à l'horizon 2050, pour essayer de conclure, il y a évidemment d'immenses perspectives qui sont liées aux contraintes climatiques et sur les combustibles fossiles et sur l'ouverture progressive de la plupart des pays. Tout le monde parle du nucléaire, à part l'Allemagne. Et même le GIEC parle de nucléaire. Et donc, à côté des pays qui ont leur propre programme, qui sont le Canada, l'Inde, la Corée, tous les autres, les 37, les 35 autres ou les 30 autres qui en ont déjà et qui voudront en avoir encore, plus ceux qui n'en ont pas, il va y avoir évidemment un développement considérable. Donc, l'idée que, je veux dire, les prévisions dans le domaine des économistes, ils ont une tendance à extrapoler la tendance actuelle. Comme ça fait longtemps que ça fait 10%, donc ça va toujours faire 10%. Ouais, sauf peut-être qu'un jour ça fera 20%. Ça dépendra de tellement de choses politiques. Et 10% dans un gâteau qui augmente, ça. Oui, mais je veux dire, ça c'est ce que les nucléaristes, comment dirais-je, conformes disent pour dire que ça va quand même augmenter, mais ça risque d'augmenter beaucoup, beaucoup plus. Et quand on voit ce que font les Chinois, c'est 10 centrales par an. Ils étaient à 10 centrales par an en 2009, presque une par mois. Un réacteur, aujourd'hui, c'est entre 6 et 8, mais ça va forcément aller. Et quand on fait 10 centrales par an, je peux vous donner l'exemple du charbon. Les centrales à charbon, ils en faisaient 2 par semaine, elles valaient de meilleure qualité, avec des contraintes environnementales plus strictes. Elles valaient 5 fois moins cher en Europe, parce que nous, on en fait une tous les 10 ans, d'ailleurs, on n'en fait plus, et eux, ils en faisaient 2 par semaine. Et donc, quand ils font 10 par an, je veux dire, alors pour le moment, c'est les Russes qui exportent et pas les Chinois. Un jour, il est très possible que ce soit les deux. Alors, qu'est-ce que la France là-dedans? Je veux dire, la France, soit elle se relance dans un vrai programme nucléaire, avec une vraie industrie derrière, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et elle s'allie avec des gens, soit les Russes, soit les Chinois, soit les deux, pour être l'acteur, pour être avec les acteurs principaux. Et là, elle a un atout majeur. C'est que le parc nucléaire français a 2000 années réacteurs de retour d'expérience. Et ça, dans l'industrie, pour ceux qui comprennent l'industrie, ils comprennent la valeur de ça. Et je peux vous dire que les Chinois et les Russes, ils comprennent la valeur de ça. Et donc, on a des choses à dire. Mais à condition de vouloir revenir dans la course et d'avoir une vision politique et une volonté politique de le faire. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, j'avais l'intention d'évoquer les différentes technologies, mais en gros, aujourd'hui, pour dire les choses en 2 mots, il y a le PWR, 2 générations 3, et sont étudiés de façon très approfondie les réacteurs à neutrons rapides, qui ont déjà fait leur preuve en leur capacité. Donc, ce n'est plus de la recherche et développement, c'est du développement industriel.
mais les RNR sont sensiblement plus chers, sensiblement plus difficiles à exploiter, et par conséquent, ils ne seront utilisés que quand on arrivera au bout des réserves d'uranium, puisque effectivement, à partir du même uranium, on peut multiplier par 100 la capacité énergétique en utilisant le plutonium qui en résulte. Et donc, je veux dire, donc ça, c'est ça dépendra du développement du nucléaire d'ici là. Pour les autres, les SMR, HTR, réacteurs à sel fondu, réacteur Rubia, accélérateur de particules, pour ce qui est de la fusion, tout ça, on est dans le domaine de la recherche et toute projection sur le thème, ce qui est quand même la grande mode à l'heure actuelle, l'hydrogène, machin, truc, on projette les choses, le stockage d'électricité, etc. Toutes choses dont on ne sait pas si ça peut exister, à quel prix et comment, ça relève de la recherche, et donc on ne peut pas faire de pronostic industriel à l'horizon 2050 avec des hypothèses comme celle-là. J'ajoute pour les SMR une chose importante, c'est que peut-être que ça marchera, parce qu'effectivement on sait les faire, parce qu'on sait faire des moteurs des réacteurs de sous-marins, et de porte-avions. Mais à quel prix ? Et il n'y aura de SMR que s'il y a une capacité industrielle à standardiser. Donc, en gros, si on est capable de les fabriquer en série, et donc, si on est capable de les fabriquer en série, il y aura 1 ou 2 producteurs de SMR dans le monde pour que ce soit efficace industriellement et économiquement. Est-ce que la France sera dans les deux ? Mais on ne sait jamais. Donc, ça, c'est pour, disons, faire l'éventail des technologies potentielles. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long et je n'ai pas répondu à vos questions. On va y venir avec les questions du public, je suis sûr. Ouais, merci beaucoup. Vous avez répondu, je pense, en partie. Il y avait justement des premières questions, c'était des questions d'ordre technologique, du coup, sur les SMR. Au début, vous parliez justement de cette standardisation qui avait été opérée par la France. Du coup, est-ce que les SMR du coup, ont cette vocation? On peut attendre beaucoup de ces SMR. Il y avait aussi une question du coup sur les réacteurs à sel fondu. Il y avait un spectateur qui parlait qu'il y avait eu un réacteur aux États-Unis dans les années 70, un en Chine, mais comme vous dites, c'est de la recherche. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ces réacteurs à sel fondu? C'est la première question d'ordre technologique. Oui. Je réponds aussi. Oui. Donc, sur les SMR, je vous ai dit ce que j'en pense. Donc, effectivement, peut-être qu'on arrivera à une économie suffisante pour que si c'est produit à la chaîne de façon très industrielle, avec des débouchés qui permettent de faire baisser les coûts de façon très très significative, alors il y a peut-être un avenir. Il reste quand même que, je ne sais pas comment vous percevez la situation aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits en France, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels les gens ont tellement envie d'avoir une centrale nucléaire derrière eux, même si c'est un SMR. Et donc, quand je vois les conditions de sûreté qui sont mises autour des sites de centrales, parce que par les autorités de sûreté, s'il faut faire ça autour de chaque SMR, mais vous vous rendez compte le coût que ça va représenter indépendamment du coût du réacteur lui-même. Et donc, l'acceptabilité d'une dissémination de petits réacteurs, moi je pense que ça peut servir dans des pays très, très, très peu peuplés, avec beaucoup de distance, et donc localisés pour des groupes d'occupation
mais je ne vois pas ça du tout en France. Et ça n'existera dans ces pays-là que si ce n'est pas cher. Donc, voilà. Quant au LSR, Melted Salt Reactor, oui, bien sûr, mais tous les réacteurs ont fait l'objet d'essais. Les réacteurs à haute température, à très haute température, les réacteurs, toutes les sortes de réacteurs ont fait l'objet, le fameux réacteur Roubiat, avec l'accélérateur de particules qui permet en plus de détruire les déchets radioactifs. Tout ça a fait l'objet d'expériences. C'est comme ITER. Je crois qu'il y a eu quelques millièmes de secondes où la fusion a fonctionné en Chine. Okay. Mais bon, entre le moment où on fait une expérience à n'importe quel prix dans le cadre de la recherche et le moment où c'est industriel, personne ne peut faire de pronostic, calendaire, comme dirait Victor Hugo. Vous pouvez avoir sur la Terre toute la place, mais c'est Dieu qui garde le temps. Dieu garde la durée. Ok. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, si on parle de pronostic, j'ai envie de faire une transition vers les questions sur la question de l'EPR de Flamanville. Est-ce qu'il faut encore, par exemple, faire des pronostics? On a des personnes dans l'audience qui voudraient savoir si vous pouvez nous donner des éléments sur expliquer dans les détails en fait, les retards et la dérive de coût de l'EPR, quelles sont les composantes industrielles qui peuvent expliquer cela. Et du coup, pourquoi on s'acharne? Alors, il parle d'acharnement thérapeutique pour du coup, ces dépenses sur on voit l'EPR comme un cuisson. Oui, alors voilà, je voudrais mettre les choses au point. Parce que, effectivement, l'EPR est un truc très compliqué, soumis à d'énormes contraintes de sûreté. Je vous ai dit, sa gestation. Je peux vous donner un exemple. Avant, dans les réacteurs classiques, quand on veut mettre un support pour porter des câbles, pour les fixer dans le mur, on fait des trous dans le mur, on met ce qu'on appelle des noms, peu importe, on fait des grandes vis, puis on met le support de câble dessus et ça marche très bien. Là, pour que ce soit vraiment formidable, on a décidé de faire des consoles encastrées. Donc, les consoles encastrées, c'est des plaques de fer sur lesquelles on va venir souder les supports et elles sont encastrées avec une armature à l'intérieur. Sauf que l'EPR, comme il doit supporter les chutes d'avion à l'allemande de n'importe comment, c'est un tas de ferraille avec un peu de béton. Et donc, pour mettre une platine encastrée dans ça, c'est pratiquement impossible parce qu'il n'y a jamais la place. Et donc, ça a pris un temps énorme. Et à chaque fois, compte tenu de la sûreté aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée, on n'a pas le droit de pousser les fers du ferraillage de 2 cm. Il faut faire une demande de dérogation et que ça passe par l'autorité de sûreté. On est dans un monde qui n'est plus industriel. Et donc ça conduit à des pertes de temps colossales. Maintenant, la deuxième est purement industrielle. C'est l'organisation industrielle. L'essentiel des problèmes que l'EPR a connus et qui ont conduit à cet état sont des problèmes de fabrication. Des problèmes métallurgiques, des problèmes de fabrication, des problèmes de soudage. Aujourd'hui, il n'y a plus de soudeurs en France. Forcément, puisqu'on n'a plus rien à souder. Et donc, tout d'un coup, on ferme l'EPR et on dit, tiens, il n'y a pas de soudeurs, donc on va les chercher un peu partout dans le monde entier. Et on essaye de les qualifier. Mais je veux dire, tous les problèmes qu'il y a eu, et ils se sont succédés, c'est peut-être là où on s'est aperçu que les fameux, le dernier en date, qui va mettre 3 ans sur la mise en service, je ne sais pas si effectivement ce sera 2022 ou pas, mais le dernier en date, c'est effectivement des défauts qui ont été trouvés dans les tuyauteries vapeur qui passent à travers l'enceinte. Donc, pour aller réparer ça, ce n'est pas de la tarte. Et donc, ça a pris des années d'abord de qualifier le produit, le processus, et ensuite le fait. Donc, disons, oui, c'est directement lié à la perte de capacité industrielle
et la perte de compétences industrielles. Et si on veut, encore une fois, reprendre si on veut reprendre un programme, il va falloir se remettre au boulot d'une façon industrielle. Et les industriels le feront, à condition d'y voir clair. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour la question du prix. Ok, je ne sais pas aujourd'hui exactement à combien on en est, mais mettons qu'on soit à 10, 12, 13, 14 milliards. Ce truc-là, il va produire 1700 mégawatts, 90% du temps, et pendant 80 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien on a investi dans les éoliennes entre le début de la construction des éoliennes et 2018? 74 milliards. Pour 15 ans, la plupart d'entre elles, et dont le coût de production de l'électricité est largement, compte tenu du fait qu'elle fonctionne que 25% du temps, largement supérieur à celui de l'EPR. Donc, il faut quand même ramener les choses à leur proportion. Oui, c'est un échec industriel relatif, mais il va fonctionner, ça c'est sûr. Et quand il va fonctionner, on va oublier son prix parce que ce sera une des machines qui fonctionnera quand on lui demandera de fonctionner, à un coût qui, une fois l'investissement passé, sera, comme pour le reste du nucléaire, extrêmement limité. C'est juste le personnel d'exploitation, le combustible ne coûte rien dans le nucléaire. Et donc, dans 80 ans, on sera très très content de l'avoir. Vous pouvez nous parler un peu plus précisément de votre vision des compétences de la filière, de son maintien, de son upgrading, le cas échéant. Pendant longtemps, on a considéré que l'exportation, c'était un moyen de conserver les compétences ici, au plan domestique. Comment vous voyez les choses par rapport à ça? C'est une question qui est compliquée, parce que il me semble avoir déjà pas mal répondu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension industrielle. Les problèmes de l'EPR de Flamanville ne sont pas seulement des problèmes de conception. C'est d'abord des problèmes de réalisation et d'exécution. Et donc, si on n'a pas de soudeur, on essaye de faire un EPR, et voilà le résultat que ça donne. Bon. Et donc, si on veut avoir des compétences, il ne s'agit pas de dire on va ouvrir des universités pour faire des gens compétents. Il faut faire des réacteurs. Si on veut savoir faire du ciment, on fait des centrales à ciment. Si on veut savoir faire des pneus, on fait des usines pour fabriquer des pneus. Et donc, si on veut faire des voitures, il faut faire des usines pour fabriquer des voitures. Si on veut avoir une compétence industrielle, il faut leur donner du grain à moudre. Il faut que les industriels embauchent des soudeurs, construisent des ateliers qui correspondent aux exigences du nucléaire. Et tout ça, ce sont des investissements considérables que les gens ne feront que s'ils y voient clair. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, la compétence de gestion de projet, effectivement, quand on construisait 4 tranches ou 5 tranches par an, le retour d'expérience était permanent, les gens avaient tout dans la tête, c'était formidable. Et c'est vrai que l'expérience d'Afrique du Sud, l'expérience de Corée, l'expérience de Chine, pourquoi ça a si bien réussi, c'est parce que les gens ils étaient dans le coup. Entre Daya Bay, Lingao, donc la fin des années 90 et 2010, c'est passé 20 ans dans lesquels, je veux dire, tout s'est démobilisé. Et donc, ce n'est pas les mêmes qui ont construit le parc et ceux qui ont construit le PR. Donc, ça s'apprend. Je suppose que les premiers réacteurs à Fessenheim, il a fallu des appuis, des aides, puis un apprentissage. Aujourd'hui, si on croit savoir, je pense qu'on se trompe. Alors, vous nous avez dressé un panorama assez complet
dans le monde, qui a fait du nucléaire, à quel moment, etc. Et puis on a l'impression qu'il y a à la fois plein de pays finalement qui ont participé à cette aventure. Vous avez cité le chiffre de 37, je crois. Donc on voit qu'il y a une multiplicité de pays. Vous avez dit notamment que la Russie et la Corée, la Russie a 78 réacteurs, je crois, et notamment de par le monde, et que la Corée maintenant aussi exporte en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui fait que ces deux pays, aux Émirats arabes unis, excusez-moi, qu'est-ce qui fait que ces deux pays arrivent à exporter aujourd'hui, sont présents dans le monde, et que la France l'est peut-être moins, même si elle l'est par différentes entreprises comme par exemple ASS System ou d'autres. Est-ce qu'on s'est trop concentré sur le domestique et pas assez sur l'extérieur? Les Coréens et les Russes font des réacteurs industriels. Nous, on n'a plus que l'EPR. Donc j'espère que bientôt on aura autre chose, mais on n'a que l'EPR. Et l'EPR, on a réussi à le vendre en Chine et en Finlande, pas d'ailleurs nous qui l'avons vendu, c'est plutôt Siemens. Et en Angleterre, parce que c'est nous qui sommes propriétaires en Angleterre. Et je veux dire, le coût de l'EPR, d'abord c'est très gros, ça ne va pas sur tous les réseaux, et le coût de l'EPR par rapport au coût des Coréens, eux, ils sont dans un processus industriel, ils vendent les réacteurs qu'ils font chez eux et qui savent faire chez eux et qu'ils ont pratiqué sur un mode de standardisé. Donc forcément, je veux dire, nous, notre problème, c'est que ceux qui faisaient notre force, on était bien meilleurs que les Coréens et les Russes réunis il y a 20 ans, 30 ans. Et malheureusement, il faut reconstruire ça si on veut exister, parce qu'aujourd'hui, on n'existe plus. Alors, il y a une question très intéressante sur la politique européenne d'investissement et industriel. Voilà, c'est la taxonomie. Alors, bon, moi, je veux bien rentrer sur ce sujet, c'est totalement politiquement incorrect, mais mon âge peut se le permettre. L'Allemagne a décidé de tuer le nucléaire français. Les choses comme elles sont. Et donc, c'est pas bon. Bon. Et donc, elle utilise les moyens. Elle utilise les moyens qu'il faut, et en particulier l'Europe, qui est en train d'essayer d'écarter le nucléaire au motif que ce serait pas, qui est le seul moyen pilotable de produire de l'électricité sans produire du CO2, et elle fait tout pour faire rentrer le gaz dans la taxonomie, pour que le gaz soit financé par les aides européennes et que le nucléaire ne le soit pas. Je veux dire, on est devant deux mondes. L'Allemagne, aujourd'hui, a une électricité 2 fois plus chère que la France, et donc, effectivement, ça la dérange. Et ça fait 20 ans qu'elle a décidé qu'il ne fallait pas que la France ait une électricité 2 fois moins chère que l'Allemagne, et donc tous les moyens sont bons, et en particulier la déstabilisation, la taxonomie, mais aussi la déstabilisation d'EDF, et aujourd'hui, on va dire dans quelle situation elle se trouve. Et donc, l'Allemagne, ils ont mis, aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas loin de 1000 milliards dans le renouvelable, pour avoir une électricité 2 fois plus chère que nous, et produire 8 fois plus de CO2 par kilowattheure produit. Et donc, ils nous expliquent que c'est tout le modèle. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a qu'ils ont un premier gazoduc qui arrive chez eux de Russie. Ils sont en train de construire le deuxième qui va arriver aussi au même endroit. Et donc, derrière le renouvelable, il y a quoi? Il y a le gaz. Parce que le renouvelable, dans le meilleur des cas, ça fonctionne 25% du temps. Et donc, 75% du temps, il faut bien utiliser autre chose. Et ce n'est pas parce qu'on a 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus de renouvelables que ça marche mieux, parce que quand il n'y a pas de vent, c'est 75% du temps, et bien, il n'y a pas d'électricité. Parce que l'électricité, comme chacun sait, ça ne se stocke pas. Et donc, le résultat pratique, c'est qu'ils vont nous expliquer dans 10 ans ou 15 ans que finalement, il faut du gaz, et que c'est eux qui l'ont. Et nous, aujourd'hui, on a une électricité qui est 100% nationale, à part le centime par kilowattheure d'uranium, le reste est 100% français. Et donc,
l'indépendance nationale, la balance des paiements, etc., si on va dans la direction qui nous est proposée par les Allemands et une partie de la classe politique, eh bien, on va vers des centrales à gaz massivement qui seront contrôlées par l'Allemagne et la Russie. Et je ne vous dis pas le résultat sur la balance des paiements. D'ailleurs, c'est une des questions qu'il y avait, c'est comment on explique cette trahison allemande. Alors, je reprends les termes de la question, mais en fait, du coup, vous avez parlé au début, il y avait une coopération, c'est une coopération, et est-ce que c'est du coup juste une défense d'un modèle industriel? Mais ce n'est pas une trahison. L'Allemagne n'a qu'un seul objectif, c'est l'Allemagne. La France n'a qu'un seul objectif, c'est le couple franco-allemand. Je veux dire, il y a un déséquilibre manifeste. Et donc, aujourd'hui, les politiques français sont, une certaine partie des politiques français, sont plus obsédés par le fait de maintenir l'unité, le couple, que par les intérêts de la France. L'Allemagne, ce n'est pas son cas, je vous garantis. Donc, voilà, on est dans une situation déséquilibrée au profit de l'Allemagne. D'ailleurs, ça se voit sur tous les sujets. Et donc, ce n'est pas une trahison. L'Allemagne ne nous a pas trahis, c'est nous qui nous trahissons. Okay. Encore quelques questions, j'en pose encore deux, parce que j'en vois deux dans le chat et je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cet échange. Il y avait une première question qui était sur la gestion des déchets. Est-ce qu'on peut envisager des progrès sur la gestion des déchets nucléaires? Et je vais peut-être ajouter une question à cette question des déchets, c'est est-ce que du coup il y a aussi une dimension internationale à la gestion des déchets? Alors, on peut parler par exemple de coopération ou de marché sur comment c'est géré. Est-ce que c'est juste la France? Et une autre question sur la ressource fluviale. En quoi c'est quelque chose, en ce moment, l'eau est de plus en plus sous tension, de plus en plus de stress hydrique. Du coup, en quoi c'est bloquant pour le développement futur du parc en France, mais même aussi au niveau mondial, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ça. Notamment avec les SMR, peut-être. Voilà. Qui auraient besoin d'eau pour refroidir la source froide. Oui. La source chaude. Bon. Les sons au SMR résoudent leurs problèmes en temps voulu. Pour ce qui concerne les déchets nucléaires, l'industrie nucléaire est la seule industrie au monde dans laquelle chaque microgramme de déchets est répertorié, isolé, on sait où il est et on sait comment on le traite. Alors, effectivement, il y a 0,0 je sais pas combien % de déchets nucléaires qui sont des déchets à vie longue, à vie très longue et à très haute activité. Ces déchets-là, des pays comme les États-Unis, ils mettent tout, les Suédois d'ailleurs, l'ensemble des combustibles usés en stock définitif. Nous, on sépare la partie, et donc ça représente une proportion infime par rapport Or, les combustibles usés, ils ont dedans ces déchets-là, et par conséquent, ils sont traités nécessairement comme les déchets les plus toxiques. Bon. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, on les isole, et ensuite, on les vitrifie, et ensuite, on les descend dans des, c'est prévu, hein, dans des zones soit de marne, soit de sel, en tout cas, dans des zones qui sont stables sur des dizaines de millions d'années. Donc, avec en plus une dimension réversible, c'est-à-dire que le jour où on sera transmuté, parce qu'on sait transmuter, mais le jour où on sera transmuté de façon industrielle, eh bien, on pourra les reprendre et les traiter, les transmuter et les détruire. Citez-moi une autre industrie dans le monde qui ait un tel soin de ses déchets. Je veux dire, parlez-moi des panneaux solaires, là, on sait ce qu'on en fait, qu'ils vont être recyclés, on sait tous ces produits, là où ils vont aller. C'est-à-dire, les pales d'éoliennes, vous avez vu les cimetières de pales d'éoliennes? Je veux dire, tout ça, c'est stupéfiant.
les déchets nucléaires sont les seuls déchets au monde dont personne ne verra jamais la couleur. Parce qu'ils sont traités, répertoriés, isolés, alors qu'on déverse du plomb, du zinc, du machin au bord des routes, et ça ne gêne personne. Bon. Donc ça, c'est pour les déchets. Et je pense que c'est toute une campagne qui est une campagne anti-nucléaire, qui est orchestrée. D'ailleurs, on m'expliquerait aussi pourquoi les campagnes anti-nucléaires ne sont exclusivement que dirigées vers la France. Il y a aussi quelque chose là, personne ne s'occupe du nucléaire anglais, personne ne s'occupe du nucléaire suédois, personne ne s'occupe, prenez des gens comme Greenpeace, il n'y a que le nucléaire français qui les intéresse. Au contraire, ils prônent le nucléaire en Chine. Ils n'ont jamais rien dit aux États-Unis, ils disent rien aux Anglais, ils disent non, c'est la France. Cherchez l'erreur. Bon, donc, et alors les déchets, c'est l'argument ultime pour essayer de. Alors l'eau, une centrale comme Chaux, on ne va pas dire de bêtises en disant ça, qui fait 2 fois 1450 MW, doit consommer 2 mètres cubes à l'heure. Alors, quand vous mettez, je crois, bon, il faudrait vérifier les chiffres, enfin, c'est parce qu'il y a des réfrigérants, mais je veux dire, le problème des centrales nucléaires, c'est le même que le problème des centrales à charbon, le même que les problèmes de toutes les centrales. Ce n'est pas le problème des renouvelables, effectivement, qui en ont d'autres. Mais, mais compte tenu des tours de réfrigération, 2 mètres cubes, la Seine, je crois, c'est 450 mètres cubes, j'en sais rien. Enfin bon, Sous quel pont de mon temps? Non, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ces ordres de grandeur, et si vous voyez le Yangtze-Kiang, je veux dire, il pourra en mettre pas mal, hein, avant d'avoir épuisé, avoir réchauffé. D'ailleurs, il ne le réchauffe même pas, puisque il pompe l'eau, c'est la vapeur qu'on voit sortir des trucs. Donc, il pompe 2 mètres cubes, et c'est la vapeur qu'on voit sortir des réfrigérants. Ça n'existe plus, les centrales qui rejettent de l'eau chaude dans les fleuves encore. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions en suspens? On va avoir parcouru la majeure partie des questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous propose de laisser la parole en conclusion à Denis Florin qui nous a rejoint. Merci, je m'excuse de mon retard. Merci à tous. Merci à Hervé pour son éclairage. Particulièrement opportun, j'ai trouvé, à l'heure où effectivement Bruxelles discute de la taxonomie et se pose la question, comme dit Hervé, du nucléaire. Merci à nos amis des ponts qui nous ont joints à nous. Merci à Béatrice et à Jonathan d'avoir organisé avec l'aide des alumni et d'Alessandra. Merci de nous avoir accueillis. Et merci aussi à tous nos intervenants qui, avec Hervé, mais au-delà d'Hervé, nous ont permis d'avoir une saison extrêmement active. On a eu 10 conférences sur des sujets vraiment passionnants, sur l'hydrogène, sur la mobilité, sur la transition énergétique dans le bâtiment, j'en passe et les meilleurs. Je veux vous dire que nous préparons activement la semaine suivante, que nous espérons vous y retrouver et que nous vous souhaitons un très bel été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.